puisque dans les conversations du lundi, à un moment donné, j'avais pris comme exemple le conditionnement que l'on subit au niveau biomédical. Et j'avais pris comme exemple les croyances qui sont véhiculées depuis 150 ans par rapport à la question des vaccins. Et la réaction de YouTube et Facebook ne s'est pas fait attendre, puisque dès la semaine qui a suivi, mes abonnés recevaient des messages d'avertissement en disant que le contenu de ma vidéo pouvait porter gravement atteinte à leur santé. Alors que je ne faisais que prendre un exemple dans ce que j'appelle, moi, l'épistémologie des pratiques médicales, puisque en fait, l'épistémologie, c'est une branche de la philosophie, puisque quand j'ai démissionné de mon doctorat, j'ai pas quitté tout de suite l'université, j'ai refait 2 ans d'études en philosophie et je me suis spécialisé en philosophie des sciences. Et la philosophie des sciences est une discipline qui s'appelle l'épistémologie. Donc, et comme je suis passionné par la médecine depuis 35 ans, eh bien, je me suis spécialisé en épistémologie des pratiques médicales. Et donc, c'est là que la question des vaccins, pour moi, c'est une question très intéressante parce que c'est une hypothèse qui a été formulée par Pasteur il y a plus de 150 ans maintenant et qui n'a non seulement jamais été vérifiée, mais qui en plus est contredite maintenant par les découvertes récentes en immunologie et en virologie. Mais malgré tout, on a gardé les mêmes mythes et les mêmes croyances pasteuriennes qui ne veulent plus rien dire, même du point de vue des immunologues et des virologues. Et je suis en contact régulièrement avec ce genre de personnes qui me disent « Mais comment est-ce que les vaccinalistes peuvent encore comprendre ?» alors que ce sont des médecins et des chercheurs qui ont des doctorats en sciences. Voilà, et je pense que j'ai pas mal de choses à partager à ceux qui ont envie de l'entendre, en tout cas, à propos de ce que j'ai glané comme information depuis 35 ans sur la vaccination. J'ai quand même lu une 60aine de livres qui chacun regorge de centaines, sinon parfois de milliers de références scientifiques et qui démontrent très clairement que les vaccins n'ont jamais été ni utiles, ni efficaces, ni sans danger, c'est-à-dire que il faut quand même se rappeler que les 10 dernières années de mémoire, rien que le gouvernement américain a payé 4,3 milliards de dollars en indemnité pour les effets secondaires des vaccins. Donc, quand on nous dit que les effets secondaires des vaccins, c'est uniquement des petites rougeurs, de la douleur au site d'injection et de la fièvre, c'est un mensonge caractérisé parce que, alors comment expliquer que le gouvernement américain, alors c'est intéressant aussi de voir que ce sont les gouvernements qui payent les indemnités et ce ne sont pas les fabricants de vaccins. Ça, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est la seule industrie dans le monde qui fait payer les dégâts de ses fabrications par les impôts publics. Parce que, comme le disait Salim Laïbi l'autre jour, si vous achetez une Mercedes et que la Mercedes a un défaut et que vous plantez avec cette Mercedes, c'est Mercedes qui va payer les dégâts. C'est eux qui vont rappeler leur véhicule. C'est eux qui vont prendre en charge les trucs. Mais au niveau vaccin, aussi bien pour la grippe H1N1 en 2009 que la grippe, moi maintenant je l'appelle la grippe coronavirus 2020, les compagnies pharmaceutiques ont exigé des États une immunité juridique totale en cas d'effets secondaires ou en cas de mort suite à la vaccination anti-Covid-19. Voilà, donc le 7 août, j'ai fait cette vidéo, l'avant-dernière vidéo sur, j'ai mis le vaccin Covid en Suisse, non merci, parce que le Conseil fédéral a commandé à Moderna, donc l'une des grosses, en tout cas des 3 grosses sociétés biotechnologiques de vaccins à ARN ou à ADN, 4,5 millions de doses, ce qui représente en fait une vaccination pour 2,25 millions de personnes, puisqu'ils considèrent qu'il faut 2 doses par personne, ce qui constitue en fait le quart de la population suisse. Oui, bon, c'est aussi une entreprise qui a promis de prodiguer aux États-Unis entre 500 millions et 1 milliard de doses par an. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et comme vous le savez peut-être, Moderna, c'est mode avec RNA, donc RNA qui veut dire ARN, ARN pour acide ribonucléique. Donc c'est un vaccin qui vise à changer notre code génétique comme pour ceux à l'ADN. Voilà. Et puis évidemment, sans surprise, financé par qui? Je sais pas. Bill? Non. Ah ouais, il est encore là, lui.
Bill et Melinda Gates ont changé. En fait, ça irait plus vite, je pense, de lister les choses qui ne financent pas. Oui, alors tout à l'heure, j'ai fait une petite liste dans la voiture. Bon, il y a 730 sociétés. Et parmi ces 730, j'en ai mis une cinquantaine. C'est assez hallucinant. Hein. Il couvre tous les domaines. Hein. Et puis, alors, sa philanthropie avec Monsanto, McDo, les entreprises d'armement, les voitures et j'en passe. Oui, enfin, si les gens savaient, quoi. 3 petits points. Ouais. Mais heureusement, il y a Netflix pour le présenter comme… Ah oui, bien sûr. Oui, je ne regarde pas Netflix. Il y a des séries pour vanter les mérites de Bill Gates sur Netflix. Oui. Ouais. Il a besoin de ça, le pauvre, hein, parce qu'avec tout ce qui lui pend… D'ailleurs, ça doit être financé par Bill Gates aussi, je pense. Qui ça Netflix, oui, certainement. Ça, je ne l'ai pas. Voilà. Alors, ce que j'ai découvert au fil de mes recherches ces temps-ci, c'est que depuis janvier 2009, le Conseil fédéral avait signé un accord avec Gavi et avec ses membres, du coup, pour une impunité totale, immunité-impunité, autant par rapport aux impôts que par rapport aux éventuels méfaits, délits, non-respect des lois qu'ils pourraient commettre. Tu verrais, j'aimerais vous envoyer le lien parce que ça vaut la peine de lire le texte. Hein. C'est vraiment l'impunité complète. Un Suisse de souche n'a pas accès à ce genre de privilège. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté justement, que j'avais remarqué en plus? Donc, inviolabilité totale des locaux. On ne peut pas rentrer, des archives. Indépendance et liberté d'action de Gavi totale. Publication, communication sans restriction. Donc, pas d'impôt du tout, ni pour les membres, ni pour la personne morale, donc l'entreprise. Exonération des impôts, tous les impôts, pas de TVA, immunité juridique d'exécution, pas d'arrestation possible, pas de détention possible. Enfin bref, donc ça c'est 2009. Oui, ils se sont mis bien, quoi. Si je peux préciser pour ceux qui nous écoutent, Gavi, tout le monde ne connaît pas ça. Oui, c'est Global Alliance for Vaccines and Immunization, qui est une organisation qui a été fondée par la fondation Bill et Melinda Gates, la fondation Rockefeller, et qu'est-ce qu'il y avait encore dans ceux qui étaient sur les fonds baptismaux? Il y avait l'OMS, la Banque mondiale, il y a… Voilà, c'est ça. Tout ce qui sont mauvais, quoi. Tout ce qui sont mauvais, c'est des gens sympas. Pharmaceutique, évidemment. Et pour la petite histoire, avant que les États-Unis ne se retirent de l'OMS, le deuxième plus grand financier de l'OMS, c'était la fondation Bill et Melinda Gates, et le quatrième plus grand financeur ou financier de l'OMS, c'est la Gavi. Ce qui fait que, en fait, alors que dans les années 80, le financement de l'OMS était essentiellement lié à des nations, à des pays. Ça, c'était dans les années 80. Je pense qu'on était aux alentours de 81-82% du financement. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à 81% avant le retrait des États-Unis. Maintenant, je connais pas les chiffres après le retrait des États-Unis, où on se retrouve dans une situation où finalement, ce sont des intérêts privés, pharmaceutiques, donc essentiellement les fabricants de vaccins, les Monsanto, les industries nucléaires, le nucléaire civil, les industries les industries nucléaires. Ce qui fait que ça peut mieux faire comprendre quels sont les choix en matière de santé publique au niveau mondial de l'OMS lorsqu'on voit que tout est focalisé et tout est axé en termes de bien-être de l'humanité sur les vaccins et sur les OGM. Hein, rien que ça. Et quand on sait que Bill Gates a investi, parce qu'en fait, pendant très longtemps, moi j'ai cru, c'est juste encore une petite parenthèse que je voulais faire à propos de Bill Gates, mais pendant très longtemps, moi j'ai cru vraiment que Bill Gates avait pris sa fortune personnelle et donnait sa fortune personnelle aux pays déshérités pour qu'ils puissent acheter des vaccins ou des OGM. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait mis… Elle n'existe pas. En fait, oui, c'est ça, c'est un pseudo-philanthrope puisqu'il a mis sa fortune personnelle dans une fondation, mais cette fondation place son argent dans des entreprises à haut rendement en bourse, dans le domaine pharmaceutique, les OGM, le nucléaire, etc. Et en fait, sa fondation ne donne que les intérêts, il ne donne que les plus-values de ses placements. Et donc, sa fortune ne fait que grossir d'année en année parce qu'il a fait des placements stratégiques. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte qu'il ne donne rien. Et en plus, comme il donne à des pays nécessiteux
de l'argent pour qu'ils achètent des vaccins dans lesquels il a placé l'argent de sa fondation dans ces mêmes compagnies, finalement, il donne de la main droite ce qu'il reçoit de la main gauche et donc ça fait un cercle vicieux exonéré complètement d'impôts. Voilà, donc excuse-moi Chloé. Pour ajouter, pour juste faire une parenthèse dans la parenthèse, on avait reçu Nicolas, quelqu'un de Genève d'ailleurs, qui a travaillé avant à l'OMS et qu'il a encore des contacts au sein de l'OMS et il nous dit qu'en ce moment même, ses contacts à lui disent Bill Gates, il est chez lui parce que Tedros, il a perdu un petit peu avec toutes les bêtises qu'il a fait. Donc Bill Gates, c'est chez lui maintenant là-bas. Oui. Donc, il nous expliquait que Bill Gates, il lui sortait le tapis rouge quand il vient là-bas. C'est le patron, quoi. Et c'est le seul des donateurs qui peut choisir où ira l'argent qu'il donne à l'OMS. Quelques petites précisions qui nous viennent des gens de l'OMS. Donc, je pense que ça vaut la peine de les ajouter suite à ce que tu as dit. C'est juste parfait. Ouais, merci pour ces précisions. Moi, avant de continuer à parler des pactes avec le diable que la Suisse a avec cette fondation, il faut savoir que le 20 mai, le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait investir avec nos impôts, bien sûr, 300 millions de francs suisses dans la lutte pour les doses de vaccins. Donc, que les gens qui croient qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire qui arrive à la clé se réfèrent à cet article que je pourrais vous envoyer. Et Simonetta Sommaruga, qui est la présidente actuelle, a annoncé lors du sommet de la vaccination, vous vous rappelez du sommet de la vaccination le 4 juin sur Gavi, en fait, qui visait à… Donc, c'était le sommet de la vaccination, soi-disant, mais ça visait à renflouer les caisses de Gavi, qui cherchait à obtenir 7 et quelques milliards. Finalement, elle a eu presque 9 milliards de dollars. Bref. Et donc, il y a 30 millions pour Gavi, avec nos impôts en plus, et puis 75 millions encore en plus pour tout ce qui est CEPI, OMS. CEPI, on pourra peut-être en parler. C'est une fondation, coalition pour la préparation aux épidémies grâce à l'innovation. Donc, alors, pour reparler des pactes, on a encore 2 pactes intéressants, accord entre la Suisse et la Fondation Bill et Melinda Gates, 2014 cette fois, donc c'est le département fédéral de l'intérieur et le département fédéral des affaires étrangères qui signent un Memorandum of Understanding avec la Fondation Bill et Melinda Gates pour permettre de rendre accessible, puisque vous savez, ils parlent toujours de rendre accessible, et pas obligatoire, mais accessible, les traitements thérapeutiques aux pays les plus défavorisés. Comment ils disent que c'est des pays qui connaissent des pénuries de ressources. Voilà, donc ils vont commencer avec l'Afrique subsaharienne pour changer. Et donc voilà, ensemble, disons qu'ils élaborent des réglementations plus souples pour pouvoir acheminer ces médicaments si importants, si efficaces dans les pays du tiers-monde. Et on a aussi, en décembre 2015, le premier plan de financement, de convention de financement entre OMS, Fondation Bill et Melinda Gates, la DDC, c'est la Direction de développement et de coopération en Suisse, et Swissmedic, qui est l'Agence nationale des médicaments qui correspond à l'ANSM en France. Donc, des plans de financement qui sont mis en place. Là, le dernier plan de financement qui a été signé, c'est le 3 février de cette année, pour 3 ans, 900 000 $, je crois. Pour de nouveau rendre accessibles tous nos merveilleux médicaments, nos merveilleux vaccins aux pays qui ont besoin de manger et d'eau potable, mais on leur envoie des vaccins, bien sûr, c'est bien plus intéressant. Oui. Puis on voit les résultats, d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné en Inde, dans d'autres pays, enfin voilà. C'est ça exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les tests du vaccin Moderna a donné des effets secondaires à 100% des personnes qui avaient pris les 2 doses de 100 microgrammes. Juste, voilà, dans la liste des participants. 100%, ça va encore, ils sont immunisés de toute façon. Voilà, c'est ça. Pas les gens, je parle des labos. Puisqu'il y a des lois qui les protègent, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas poursuivis en justice. Voilà. Vous avez fait passer un commentaire tout à l'heure qui avait une question très intéressante qui était comment faire pour éviter le vaccin obligatoire. Je pense que c'est un bon moment d'essayer de discuter de ça parce que il faudra l'éviter à tout prix. Ce vaccin, ça pue, mais les vaccins en général, autant moi je croyais que les vaccins c'est bien et tout, et c'est Johan qui me parlait à l'époque, je ne le prenais pas au sérieux, mais au final, bah voilà, Johan, tu avais raison, j'avais tort, voilà. Mais ce vaccin en particulier,
il sent mauvais. Ça pue 100% l'état profond avec des objectifs bien spécifiques. Je ne sais pas si c'est les nanobots, là, des trucs de traçage ou j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas bon pour celui qui aura le vaccin. Donc, c'est la première fois que je ne pensais jamais arriver à un moment où je vais dire ça. Il faut éviter de prendre ce vaccin à tout prix et il faut qu'on discute du coup maintenant parce que moi, j'ai aucune idée comment on pourrait faire. Bah, comme l'explique Chloé, ce qui est important, c'est justement ce vaccin Moderna qui modifierait l'ADN. Enfin, si j'ai bien compris, Chloé, c'est Oui. ça? Donc, je pense que c'est là la première piste, elle est là. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est scientifique. Ce n'est pas une supposition ou on n'est pas en train Mais je ne sais pas de quelle manière c'est possible ça, c'est-à-dire quelque chose qui modifie ton ADN. C'est le principe est assez simple parce que c'est un principe qui est utilisé dans les laboratoires de recherche et dans les laboratoires de génie génétique, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est effectivement à peu près le même principe qui serait appliqué à l'être humain, c'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais juste faire une petite initiation très rapide à la génétique, mais je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que sinon on est parti pour 3 heures. Mais donc il y a ce qu'on appelle l'ADN. Hein, donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, qui est la mémoire de notre patrimoine génétique, la mémoire qui nous vient à la fois de notre espèce, donc de nos parents, de nos lignées, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça, parce que maintenant on découvre de plus en plus l'épigénétique, c'est-à-dire on se rend compte que tout ce qui a été vécu comme traumatisme, comme expérience, etc., de nos ancêtres et de nous-mêmes, va s'inscrire dans l'ADN. Pour prendre une image très simple, on pourrait dire que on a cru jusqu'à présent que l'ADN, c'était un peu comme toute l'information qui est inscrite sur un DVD. Et un DVD, ça c'était la croyance jusqu'il y a quelques dizaines d'années, un DVD, une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus le modifier. En fait, on se rend compte que l'ADN, en réalité, c'est notre patrimoine génétique, effectivement, avec lequel nous entrons dans la vie, nous naissons, mais c'est beaucoup plus semblable à un disque dur d'ordinateur. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur, vous avez un certain nombre de programmes qui sont déjà installés. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez travailler, que vous allez vivre avec cet ordinateur, eh bien, vous allez enrichir l'information, vous allez enlever des programmes qui sont inutiles, etc. Et c'est beaucoup plus comme ça qu'il faudrait voir notre ADN aujourd'hui. Et comment est-ce que l'ADN va être modifié au niveau de l'être humain? Eh bien, c'est par des phénomènes de transcription et de transcriptase inverse. Alors la transcription, c'est que lorsqu'il y a une division cellulaire, il va falloir évidemment que l'information qui se trouve dans la première cellule se trouve dans les 2 nouvelles cellules qui sont issues de cette division cellulaire. Et ça va se faire à travers ce qu'on appelle l'ARN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique qu'on appelle parfois l'ARN messager, c'est-à-dire l'ARN qui va copier comme si on avait une clé USB. Vous voyez que vous allez aimer la génétique avec moi parce que là, je ressors mes talents de pédagogue. Donc, c'est comme si vous aviez une clé USB sur laquelle vous copiez l'information génétique et vous le remettez pour transcrire une nouvelle information génétique dans la nouvelle cellule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transcriptase inverse qui a été découverte par le professeur Beljanski. D'ailleurs, Beljanski a eu énormément de problèmes avec la science par la suite parce que ça révolutionnait trop la vision génétique et les intérêts de milliards de dollars parce que on a cru pendant quelques années aux thérapies génétiques, c'est-à-dire à réparer l'ADN en croyant que l'ADN c'était un disque, que c'était un DVD. À partir du moment où Beljanski a prouvé que l'ADN se modifie en permanence tout au long de notre existence et qu'il ne faut pas des millions d'années ou des mutations génétiques aléatoires pour que l'ADN se modifie, évidemment, il a eu beaucoup de problèmes parce que ça mettait par terre toutes les ambitions du génie génétique et des thérapies géniques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 10-15 ans, on n'entend plus jamais parler dans les médias mainstream de l'espoir des thérapies génétiques parce que c'est quelque chose de totalement
tomber à l'eau, quoi. Bon, maintenant je viens au vaccin ARN. Le vaccin ARN suivrait le même protocole qu'on utilise en laboratoire, parce que quand on veut insérer donc de l'information génétique, puisque l'ARN, c'est ça, c'est un transporteur d'information génétique. Quand on veut inclure une information génétique étrangère dans un ADN de base, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un bouillon, si vous voulez, un bouillon de culture, on va mettre l'ADN et on va mettre l'ARN, par exemple un ARN de singe, qu'on va essayer de greffer dans la séquence d'ADN de la cellule humaine. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? C'est qu'on va donner une courte décharge électrique qui va avoir comme effet d'ouvrir la séquence d'ADN à l'intérieur de la cellule. Et pendant cette courte ouverture, l'ARN qui se balade dans le même bouillon de culture, pouf, va venir se greffer et va venir, c'est un peu comme si on avait un ruban, on coupe le ruban et on insère aux deux extrémités du ruban qui vient d'être coupé un brin d'ARN étranger. Et c'est comme ça qu'on fait des manipulations génétiques. C'est comme ça qu'on peut mettre... oui, vas-y. C'est donc à ça que va servir la sorte d'outils qui vont appliquer voilà. sur la peau après vaccination. Le petit appareil, là. Vaccin. Voilà. Donc, c'est pas pour activer le vaccin, c'est pour forcer la pénétration de cet ARN dont personne ne sait ce dont il s'agit. Ça peut être de l'ARN de singe, ça peut être de l'ARN de chauve-souris, ça peut être de l'ARN de pangolin, de porc. Non, mais je rigole pas, mais le virus H1N1 qui a circulé avait des séquences de porc, des séquences d'oiseaux, je ne sais plus quel type d'oiseau, et avait des séquences humaines. Ce qui fait que, et donc déjà là, on pouvait s'inquiéter du fait que ce n'était pas un virus naturel qui était en circulation. Et de nouveau, on est en train de nous rejouer le même coup. Et je veux terminer ma petite présentation. J'espère que tout le monde a compris ce que je voulais dire. On a tes super qualités de pédagogue parce que c'est la première fois que je comprends aussi bien le problème des vaccins, en fait. Bon, ben merci. Moi, j'adore expliquer. C'est ton métier en même temps. Mais c'est mon métier. Voilà, moi, je suis pas lanceur d'alerte, je suis formateur. Moi, je suis un vulgarisateur scientifique. Et comme j'ai énormément de connaissances en biologie, en médecine, etc., j'aime rendre accessible le savoir à tout le monde pour que les personnes prennent leurs décisions. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, voilà, faites ça ou ne faites pas ça. Moi, je leur explique ce qui va se passer avec ce vaccin Moderna. Et merci Chloé, je n'avais pas repéré que le RNA de Moderna, c'était le ribonucleus acide. Génial. Merci, ça a fait ma journée. Oui. Et donc je voudrais juste terminer par une information qui est peut-être passée complètement inaperçue, c'est que au niveau européen, ils viennent de changer leur disposition concernant les manipulations génétiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer cela, mais donc tout ce qui est OGM vient de recevoir beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de permission que ce n'était le cas jusqu'à présent. Et pourquoi, d'après vous, alors qu'on est en train de parler d'un vaccin à ARN libre, c'est-à-dire un ARN qui n'est lié à aucune séquence protéique, etc. Eh bien, c'est parce que effectivement, ce qu'on va faire avec ce qu'on veut faire. Moi, je préfère le dire comme ça parce que je ne veux pas créer une forme pensée qui va se réaliser. Je dis ce qu'ils veulent faire. C'est pire que Frankenstein. C'est transformer les êtres humains petit à petit de façon génétique. Et donc inclure de nouvelles informations génétiques dans notre patrimoine qui, une fois qu'il sera coincé, on ne sait absolument pas ce que ça va donner comme conséquence.
Voilà les enjeux. Et donc, pour répondre, enfin, moi, je serai prêt à répondre après sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela, mais je pense que c'est vraiment important que vous compreniez que ce vaccin, c'est une saloperie qui n'a jamais été testé jusqu'à présent sur un être humain, et Dieu merci, ça n'a jamais été testé. Ni sur des animaux d'ailleurs, je crois. Oui, et pas sur des animaux non plus. J'ai une petite réaction quand même pour toi, Jean-Jacques. Même si ce vaccin sera mis en place par Moderna, les populations vont le refuser pour beaucoup, mais pour celles et ceux qui vont l'accepter, quelles conséquences pourrait avoir un tel vaccin en termes héréditaires? Parce que aujourd'hui, effectivement, de dire non, c'est une chose, mais ce vaccin, s'il est appliqué ne serait-ce qu'à une partie de la population, peut avoir des conséquences sur des générations suivantes. Donc peut-être que pour eux, le plan n'est pas de vacciner toute la planète, mais un certain nombre de personnes qui pourraient justement influencer sur les générations suivantes. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Il y a déjà des données observées et observables depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a regardé quelle était l'immunité naturelle qui est transmise par les mères à leurs filles, qui elles-mêmes le transmettent à leurs filles, qui elles-mêmes le transmettent à leurs filles, en fonction de l'historique vaccinal des mères successives. Et en fait, on se rend compte que plus les mères, enfin, plus les enfants qui deviennent mères elles-mêmes sont vaccinés, plus l'immunité naturelle diminue. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, on observe déjà une immunité naturelle, une diminution de l'immunité naturelle. Il y a eu des mesures qui ont été faites de façon très précise sur la rougeole sur 40 ou 50 ans. Et en 2009, on avait montré cela. Et la raison, elle en est très simple, c'est que il y a le phénomène de ce qu'on appelle le remplacement épidémique. Le remplacement épidémique, c'est que lorsqu'on vaccine, on introduit un virus, mais qui lui-même a été manipulé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas le virus naturel de la rougeole, si je prends le vaccin de la rougeole, on prend le virus de la rougeole qui a été manipulé pour le rendre, entre guillemets, plus efficace pour provoquer une réponse immunitaire. Et donc, quand on injecte un vaccin avec un virus de la rougeole, c'est donc un virus vaccinal. Et d'ailleurs, quand on fait un prélèvement sérologique, on est capable d'identifier si on est en présence d'un virus naturel ou d'un virus vaccinal. Parce qu'il y a des cartes d'identité différentes entre un virus vaccinal et un virus naturel. Et on se rend compte que plus les générations sont encombrées de virus vaccinaux, plus l'immunité naturelle transmise de génération en génération s'abaisse. Et donc, du coup, il va y avoir aussi un déplacement des maladies, c'est-à-dire que on peut faire l'hypothèse, et c'est une hypothèse qui est défendue avec de plus en plus d'éléments, on peut faire l'hypothèse que l'apparition de plus en plus de maladies chroniques, l'apparition de plus en plus d'allergies, de maladies dégénératives, etc., sont liées au fait que notre immunité naturelle qui nous protégeait de tout cela est de plus en plus déficiente. Donc, a fortiori, je dirais, mais ça, on ne peut faire que des conjectures, donc je ne suis pas affirmatif dans ma réponse. Mais je me dis que si déjà, avec des virus qui étaient peu manipulés et qui restaient des virus humains, enfin des virus compatibles avec l'être humain, on ne jouait pas avec des porcs, des chauves-souris ou des oiseaux. Déjà là, on a diminué l'immunité. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va nous injecter un virus animal, quoi, un ARN animal? Est-ce qu'il va être rejeté? Est-ce que ça va créer des dégénérescences? Est-ce que ça va créer de l'infertilité congénitale? C'est-à-dire que les enfants qui vont naître de gens comme cela vont se retrouver stériles. C'est-à-dire que la génération vaccinée ne sera pas stérile, mais la génération suivante sera stérile. Tout est possible. Mais en tout cas, quand on voit ce qui se passe déjà avec la perte de contrôle des OGM au niveau des cultures,
où on se rend compte que quand on a des semences OGM qui viennent contaminer des semences naturelles, ce sont les OGM qui prennent le pas sur les semences naturelles. On sait aussi, et c'est la dernière chose que je vais dire parce que je voudrais laisser parler Chloé de nouveau, mais on sait aussi que un certain nombre de personnes vaccinées deviennent des super contaminateurs. Hein. C'est une expression qui a été très à la mode ces derniers mois. Mais par contre, ce n'est pas une blague. Une personne fraîchement vaccinée, et habituellement le temps c'est entre 48 et 72 heures, devient un super contaminateur pour tout son entourage. C'est pas censé être l'inverse qu'ils nous disent, que c'est justement les personnes non vaccinées qui sont des dangers pour les autres. Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, comme on vient de, oui, c'est ça, comme on vient de leur injecter des virus et que le corps essaye de rejeter le plus vite possible parce que c'est un corps étranger, puisque c'est un virus qui n'est pas naturel, eh bien, ces personnes-là deviennent des super contaminateurs pendant les 48 à 72 heures à la suite de la vaccination. Donc, pour bien faire, il faudrait normalement isoler totalement des personnes fraîchement vaccinées pour qu'elles ne contaminent pas les autres personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est bizarre qu'ils ne nous parlent pas de ça. Hein. Mais il y a plein de choses dont ils ne nous parlent pas. Hein. Notre immunité, comme tu le rappelais, Jean-Jacques, les traitements naturels, l'artémisia, enfin bref, etc. Oui, mais les gars, regardez, il y a une nouvelle voie qui est en train de se développer, de grandir d'une manière exponentielle. Oh, nous, on est en train d'en parler. Et les gens, ils écoutent. Là, actuellement, je vois que juste des décodeurs, il y a plus de 5000 personnes qui sont là, qui regardent en direct. Il y a des radios, des stations radio qui rêveraient avoir ce genre d'audience. Et on est là et on parle de ce genre de sujet d'une manière vraiment, on est meilleur que les médias. Là, je vous regarde, en fait, c'est la première fois, il y a quelqu'un qui écrivait, je kiffe votre live ce soir, et Léo aussi, ça se voit dans son regard. Je suis en train d'adorer parce que c'est une vidéo que je regarderai avec énorme plaisir, et en bonus, j'ai le privilège d'être là avec vous. C'est juste énorme. Et en privilège, il y a plein de gens qui sont là à nous regarder. Il y a un switch qui est en train de se faire. Et donc, il y a une nouvelle voie qui est en train de se développer, et cette chose-là, elle ne passera pas dans le commentaire, on le lit. Les gens, ils veulent pas de toute manière. Déjà, avec les masques, ils ont du mal à les imposer, mais alors le vaccin, parce que le masque, c'est un truc vite fait. Tu le mets, tu l'enlèves, bon, allez, certains se disent, c'est pas grave. Mais le vaccin, tu te mets une saloperie dans le corps. Donc, les gens, ils diront, non, mon gars, là, tu vas trop loin, là. Mais le masque, en fait, c'est un moyen de maintenir cette pression et cette peur, et justement pour... vas-y, je laisse finir. En fait, c'était juste... si vous avez une idée, moi, j'ai l'impression que le masque est une manière de tester l'obéissance et leur pouvoir sur les gens, de la même manière qu'il y a eu cette histoire de PQ juste après le Covid. On a balancé le Covid et du coup, les médias ont testé leur capacité de manipulation en commençant à parler du PQ. Et en fait, quand ils ont vu que tous les rayons des supermarchés n'avaient plus de PQ, ils se sont dit, c'est bon les gars, on peut y aller. Donc, tu vois, ils testent. J'ai l'impression qu'ils font ce genre de choses parce qu'il s'agit d'une manipulation de masse à une échelle internationale. Bah, moi, je vois une chose en ce moment là. Ils sont en train de pousser un peu les gens à bout là. La plupart des gens en ont marre un peu du masque. On en impose là dans les écoles, on impose aux enfants d'aller se faire tester, etc. J'ai l'impression qu'ils font tout ça, qu'ils mènent ça vraiment à son paroxysme et que ça va aller de pire en pire en fait sur les prochaines semaines. J'ai l'impression que l'objectif de tout ça, en fait, c'est que les gens en aient tellement marre que quand le vaccin va arriver, même ceux qui veulent pas du vaccin vont se dire bon allez. Là, j'en peux plus, il nous saoule avec tout ça. Au moins, après, je serai tranquille. C'est l'objectif. Je pense que c'est l'objectif. Non, je pense vraiment pas. Je pense que ce qu'ils veulent, eux, c'est avancer vers leur objectif. Mais par contre, étant donné qu'il y a beaucoup de résistance, ils sont obligés d'y aller comme des cochons. Et du coup, le fait qu'ils y vont comme des cochons, ça crée cette résistance au public, mais elle n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire. C'est une conséquence du fait qu'en fait les gens, ils ont éteint leur télé à un moment parce qu'ils ont compris que s'ils se sentent pas bien, c'est parce qu'ils regardent la télé. Donc il y a de plus en plus de gens, une fois qu'ils éteignent la télé, là c'est game over, c'est fini. Donc petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont encore silencieux parce qu'ils sont entourés de gens
que eux aussi, ils sont éveillés, mais ils ont peur du jugement des autres. Donc, on est juste la veille d'une réaction en chaîne où les gens vont faire leur coming out. Tu vois, comment on appelle ça? Ils vont sortir de l'armoire, ou je ne sais pas c'est quoi l'expression. Tu vois? Donc, parce qu'il y en a plein qui le sont, mais qui le sont cachés, ils n'assument pas, simplement parce qu'ils sont dans des entourages, comme eux, ils étaient avant, de gens complètement formatés, et du coup, ils ont peur de la réaction des autres. Mais il y en a plein, réellement. Et ce vaccin-là, ça va être vraiment la réaction en chaîne, quoi. Et moi, je pense quand même, pour rebondir sur ce que tu disais, Johan, que les masques qui sont imposés en ce moment sont une continuité, sont une façon de maintenir les gens dans une gêne qui sera ôtée, de laquelle ils seront délivrés avec le fameux vaccin. Je pense qu'effectivement, c'est un bon test de soumission de la population comme pour le PQ, mais que les gens ont tellement marre qu'ils se diront n'importe quoi sauf le masque, quoi. Moi, et puis aussi pour donner de la légitimité au discours, puisque comme il n'y a plus de morts, s'il n'y a plus de signes visibles de cette pseudo-pandémie, les gens ne croiront plus ces mensonges-là, ils n'iront pas se faire vacciner. Je pense que le masque remplit toutes ces fonctions-là. Et de la même façon, en Suisse, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le responsable de la santé, qui a d'ailleurs démissionné juste derrière, a avoué le 29 mai que la fermeture des écoles n'était pas nécessaire au niveau épidémiologique, mais que c'était pour faire comprendre à la population que la situation était grave. Donc, tu vois, ils sont capables de faire ces choses-là pour faire comprendre. Tu vois, c'est de la pédagogie. Dans le nord de l'Italie, ils ont fait une campagne de vaccination sur 180 000 personnes âgées de plus de 65 ans, de la méningite et de la grippe. Et c'est là où il y a eu le plus de décès. Et ils ont pu constater, après une étude, que ceux qui avaient fait les formes les plus sévères, ou en tout cas les décès dus au Covid, c'était plus du côté des personnes qui avaient été vaccinées de la méningite ou de la grippe. Oui, je voulais juste corriger une phrase que tu as dite, parce que c'est une phrase qui est dite par beaucoup de gens sans même s'en rendre compte. Quand tu dis les gens qui ont été le plus atteints ou qui sont le plus décédés du Covid, en fait, il faudrait retirer ça de ta phrase, parce que on met un lien de cause à effet comme si c'était le Covid qui avait provoqué la mort des gens. Ah oui, non, ça bien alors sûr, que, oui, tu vois, parce que en fait, ce sont les personnes, et d'ailleurs, il y a des pneumologues italiens qui ont alerté dès le mois d'octobre 2019 en Italie des formes de pneumonie tout à fait nouvelles et inconnues. Et ils ont alerté la santé publique. Or, c'était parmi les gens qui avaient été vaccinés contre la grippe saisonnière, effectivement, où il y avait eu 180 000 personnes. Et au niveau du vaccin contre le méningocoque, là, c'était 45 000 personnes qui ont été vaccinées parce qu'il y avait eu une épidémie début janvier de 6 cas. Alors, je ne sais pas... une épidémie de 6 cas avec 2 morts, et donc du coup on a vacciné 45 000 personnes contre donc c'est le vaccin à méningocoque, et tout ça a provoqué une surmortalité, mais une surmortalité qui n'a rien à voir avec le virus SRAS-CoV-2. Voilà. Oui, je me reprends là-dessus. Effectivement, tu as raison de me reprendre là-dessus. Moi, je te parle du discours officiel, entre guillemets. Eux vont attribuer des décès au Covid sans forcément avoir d'autopsie, etc. On connaît la méthode. Mais le lien qu'on peut faire, c'est que justement, dans le nord de l'Italie, là où il y a eu le plus de mortalité, il y avait une forte campagne de vaccination qui est intervenue juste avant. Donc, effectivement, pour après, derrière, que je puisse te dire que ça a causé justement des décès dus au Covid, ça c'est la version officielle que moi je reprends, parce que c'est vrai que j'ai pour habitude de le faire pour pas être trop attaqué sur ma page et pour rester sur du on va dire politiquement correct, mais effectivement après derrière il y a tout un travail de compréhension pour justement arriver à faire en sorte que les gens comprennent que les décès qu'on a aujourd'hui du Covid ne sont pas forcément dus au Covid. Il y a la comorbidité, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, mais on va attribuer systématiquement et très facilement au Covid. Donc, mais tu as eu raison de me reprendre, parce que c'est important que nous aussi, on
soit Oui. dans cette compréhension pour ceux qui nous écoutent et qu'on soit pas dans la rhétorique des médias. Après, les manifestations, c'est une chose très importante et c'est bien parce que ça montre vraiment cet élan populaire. Pour les gens qui ne voient pas encore, ils se posent forcément des questions à voir autant de gens dans la rue. Mais l'important également, c'est pour les gens qui sont déjà, on va dire, entre guillemets, éveillés par rapport à ce qui se passe, c'est pas d'attendre le 12 septembre, c'est dès aujourd'hui qu'il faut rentrer en résistance. C'est-à-dire, quand le vaccin va arriver, il va falloir le refuser. Quand on vous impose de porter le masque dans la rue, si vous êtes seul à ne pas le porter, ben vous allez vous taper un PV, au pire on va vous amener en garde à vue, mais s'il y a la moitié des gens dans la rue qui le portent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est maintenant qu'il faut se bouger, c'est pas le 12 septembre, c'est dès aujourd'hui. Et en faisant ça, on va montrer l'exemple. Parce que moi je le vois, des fois je marche dans la rue, dans les quartiers où c'est obligatoire, je n'ai pas mon masque, je vois des gens, soit qui le baissent sous le nez, j'en vois même qui l'enlèvent. Ouais. C'est tous les jours qu'il faut être actif, c'est pas que ces journées-là. Morty qui avait dit soyez l'exemple que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Nous avons maintenant, nous qui sommes éveillés, bon, c'est très bien de participer à un live comme ce soir, vous êtes plusieurs milliers à nous écouter, mais bon sang, mais si vous ne voulez pas voir une dictature s'installer demain et être face à une obligation vaccinale qui aura des conséquences bien plus graves que celle de porter un masque, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, oh bon, allez, je peux encore m'accommoder du masque, hein, et quand on ne me voit pas, je mets mon masque sous le nez, etc. C'est pas ça qu'il faut se dire. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on ne montre pas maintenant, de façon très claire, aux autorités qu'on n'en veut pas de leur masque, comment est-ce qu'on va faire pour être suffisamment nombreux pour leur dire qu'on n'en veut pas de leur saloperie de vaccin génétiquement à modification génétique? Forçage génétique, ils appellent ça, forçage génétique. À forçage génétique. Sachant qu'il n'y a pas que le vaccin, et leur motivation, c'est aussi toute la surveillance de masse, le crédit social, etc. Donc ça va loin. La mise par terre de l'économie, etc. Donc je dirais que c'est pas vrai qu'on peut s'accommoder encore du masque, parce qu'en fait c'est la stratégie, vous la connaissez. Hein, c'est cette histoire de la grenouille qui ne pensait pas qu'elle était cuite. Hein, vous mettez la grenouille dans de l'eau froide et puis vous faites monter la température de l'eau suffisamment lentement pour faire accepter des choses de plus en plus inacceptables. Mais comme c'est la stratégie des petits pas, eh bien, si nous acceptons le masque aujourd'hui, comment allons-nous faire pour refuser demain le vaccin ou le traçage numérique ou les restrictions économiques, etc. Ce sera trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut refuser le masque. C'est pas dans un an se dire je refuserai le vaccin quand il sera là. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce que nous devons être chacun et chacune des exemples et tant pis, je dirais, pour les procès-verbaux qu'on va se payer, etc. Ben, ne les payez pas, ces procès-verbaux, bon sang, mais il y a de plus en plus d'avocats maintenant qui nous donnent les raisons pour dire que c'est illégal de nous donner des procès-verbaux pour non-port du masque. Donc, profitons de cela et enlevons nos masques. Voilà, c'est mon... Pour finir par rapport aux réponses, par rapport au vaccin, au masque, ça me permet aussi d'annoncer pour jeudi prochain avec l'avocat, avec maître Carlo Alberto Broussa, avec qui je suis en contact depuis quelques temps, et du coup on va prévoir un live avec justement toutes ces réponses. Toutes les personnes qui aujourd'hui nous écoutent veulent des réponses, et on va essayer d'aller un peu plus de ce côté-là avec un avocat qui donne énormément pour cette cause. Et justement, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur par rapport à des réponses possibles sur le vaccin, sur un futur vaccin, ou actuellement pour le masque. Donc voilà. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Quartier Libre et de vous abonner à leur chaîne. Il faut qu'on soit abonné à plusieurs chaînes, comme ça, s'il y en a une qui saute, on a accès à l'autre. Parce que comme vous voyez ici, en fait, c'est juste des mégaphones, mais les personnes qui se mettent derrière les mégaphones, ils peuvent changer. Tu vois, ce soir, dans les quartiers libres, ben, on est plusieurs. Hier soir, il y avait Pangolin chez les décodeurs. C'est-à-dire, en fait, voyez-nous plutôt comme un groupe uni qui utilise plusieurs plateformes pour éviter la censure. Parce que Jean-Jacques, on a essayé de te censurer, mais regarde. Ils ont même fait plus qu'essayer. Hein.
Non, mais voilà. Non, mais quand je dis non, ils ont essayé parce que s'ils avaient réussi, ils ne seraient pas là ce soir. C'est vrai. Mais le truc, c'est que c'est impossible de nous arrêter. C'est impossible. Tel que les choses évoluent actuellement, c'est impossible. Donc, ils n'arrivent pas à nous censurer.